La scène suivante nous emmène en pleine mer, où un bateau solitaire navigue sur les eaux. À bord se trouvent Maggie et ses consoeurs sorcières, en route vers la ville frontalière. Maggie semble s'éclater en tant que mouette, et le capitaine du bateau est époustouflé par la capacité de Maggie à se transformer en différents oiseaux. Il est particulièrement surpris qu'elle puisse également hériter des compétences de chaque oiseau, comme la façon dont les mouettes peuvent naviguer en mer sans effort. Et même détecter les tempêtes. Sylvie, une charmante sorcière aux cheveux verts soyeux, est d'accord et note que sans l'aide de Maggie, elle n'aurait pas eu le courage de prendre une nouvelle route autour du Cap sans fin et d'accoster au sud de Grey Castle. C'est alors que le capitaine éclate de rire, disant que même si Maggie ressemble trait pour trait à une mouette, il peut toujours la distinguer par la forme de son corps. Sylvie hausse un sourcil et note qu'elle ne l'avait jamais remarqué, car elle prétend qu'elle a tendance à observer les choses plus directement. Enfin, considérant qu'elle est l'une des sorcières qui peut voir à travers les fausses identités, les mensonges et tout ce genre de choses, il est évident qu'elle ne distingue pas les gens par leurs caractéristiques physiques. Sylvie jette alors un œil à l'équipage du navire et remarque qu'ils ont l'air épuisés. Elle demande donc poliment au capitaine de changer leur quart. Le capitaine est stupéfait qu'elle puisse relever des détails aussi subtils. Il semble que rien n'échappe aux yeux perçants de Sylvie, alors que le capitaine se précipite pour que son équipage arrête de paresser. L'esprit de Sylvie retourne à la dernière conversation qu'elle a eue avec la princesse Tilly. Tilly lui avait dit que leur voyage vers la ville frontalière ne consisterait pas seulement à renouer avec leur sœur et à offrir leur aide. Sylvie avait aussi pour mission de découvrir la véritable identité de Roland Wimbledon. S'il y avait quoi que ce soit de suspect à son sujet, Tilly avait ordonné à Sylvie de collaborer avec l'Union des sorcières pour révéler sa véritable nature. En ce moment, Sylvie s'inquiète que dans le pire des cas, l'Union des sorcières pourrait ne pas coopérer avec elle. Elle pourrait finir par l'emprisonner, elle et son équipage, juste pour garder la fausse identité de Roland secrète. Elle remarque d'autres sorcières qui s'amusent sur le navire. Même si tout le monde semble heureux, Sylvie ne peut se défaire du sentiment que les choses pourraient ne pas être aussi simples qu'elles le paraissent. On aperçoit également Molly, qui s'éclate et est excitée à l'idée qu'elles sont presque arrivées à destination. D'un autre côté, une petite sorcière avec 2 couettes a l'air malheureuse. Elle a du mal à croire qu'elle tangue sur ce bateau depuis une semaine et est étonnée qu'elle tienne encore le coup. Le capitaine la rassure en lui disant qu'elle se sentira mieux une fois qu'ils auront atteint la terre ferme. Il ajoute qu'il n'a jamais vu personne mourir du mal de mer auparavant et lui dit de tenir bon. Ash se tourne alors vers la petite fille et la réconforte en lui disant que Maggie a déjà prévenu tout le monde dans la ville frontalière, donc tout le monde devrait bientôt être là pour venir les chercher. La petite fille demande curieusement si Ash et Molly ne vont pas à la ville frontalière, ce à quoi Ash explique qu'elle et Molly les ont simplement accompagnés pour assurer leur sécurité en mer. Après les avoir déposés, elles repartiront immédiatement car la princesse Tilly a aussi besoin de leur aide sur l'île. Ash prévient les filles de se tenir aussi loin que possible de Roland Wimbledon. La petite sorcière demande alors curieusement à son aîné pourquoi elle devrait avoir peur de lui. Puisqu'il n'est que le frère de la princesse Tilly, Ash convient que c'est son frère, mais précise que le fait d'être de sang royal ne signifie pas que le prince n'est pas un pervers qui aime peloter les sorcières, pendant que tout le monde est occupé à discuter du prince. Sylvie remarque quelque chose s'élever dans le ciel depuis les montagnes. Et elle est absolument choquée par ce qu'elle voit. Les expressions de l'équipage sont impayables, tandis qu'ils se demandent quel genre d'oiseau géant cela pourrait être. Les petites sorcières se tournent vers leur aîné, lui demandant si elle a déjà vu quelque chose de semblable. L'aîné admet que c'est la première fois qu'elle tombe sur une chose pareille alors qu'ils approchent. Le cœur de Sylvie se remplit d'émotion quand elle voit une bannière de bienvenue flotter dans les airs. Il est clair que l'Union des sorcières les accueille chaleureusement, et le message de la bannière dit clairement « La ville frontalière souhaite la bienvenue à tous », ce qui laisse Sylvie momentanément sans voix. Lorsque le navire atteint enfin le rivage, Wendy en profite pour saluer chaleureusement tout le monde et leur souhaiter la bienvenue à la ville frontalière, tandis qu'Ash reste calme et posé en présence de Wendy. Les autres sorcières derrière Ash ont l'air encore assez nerveuses. Wendy et Ash échangent des salutations. Et Anna arrive bientôt sur les lieux, alors que le regard de Sylvie se pose sur Anna. Elle remarque que toute la magie entourant les sorcières semble graviter autour d'elle. La quantité pure de puissance qui émane d'Anna la stupéfie, lui faisant réaliser à quel point Anna est vraiment extraordinairement puissante.
Pendant que certaines sorcières sont occupées à échanger des salutations, d'autres dévisagent le géant. La montgolfière avec curiosité. Wendy en profite pour leur donner tous les détails sur les montgolfières. Wendy demande alors à Ash si elle est sûre de ne pas vouloir venir en ville, car le prince est impatient de les revoir. Ash en rit, plaisantant sur le fait que le prince ne sera certainement pas ravi de voir quelqu'un qui compte débaucher ses sorcières, dit-elle. Elle laisse les filles entre les mains expertes de son amie. Wendy, avec son grand cœur habituel, ou devrais-je dire la dame à la poitrine généreuse, accepte rapidement et assure à Ash qu'elle prendra bien soin d'elle. Sur ce, Lightning pousse toutes les nouvelles sorcières dans la montgolfière, tandis que Sylvie se sent encore un peu anxieuse. Anna claque simplement des doigts et un feu noir jaillit, les propulsant dans le ciel. Molly leur fait un dernier signe d'adieu depuis le sol, et les filles s'envolent dans les airs, en direction de leur nouvelle maison dans le ciel. Lightning demande rapidement aux nouvelles venues de montrer leur pouvoir, pendant que Wendy prend des nouvelles de Sylvie, pour voir si elle se sent bien. Sylvie répond que ça va, mais admet avoir un léger mal de tête. En réalité, il semble qu'elle ressente plus qu'une vague de douleur en elle, elle se maudit d'avoir instinctivement activé son œil magique. Elle ne s'attendait pas à voir une si grande étendue de terre d'un seul coup. Et c'est la première fois qu'elle embrasse du regard un panorama aussi vaste, ce qui submerge sa magie. Wendy lui conseille de prendre quelques grandes respirations, lui rappelant que tout le monde se sent un peu bizarre. La première fois qu'on s'élève dans les airs. Sylvie la remercie et rassure Wendy en lui disant qu'elle se sent déjà mieux. Pendant ce temps, les autres filles s'amusent comme des folles, alors que Lightning chante avec enthousiasme les exploits héroïques de leur prince, racontant joyeusement toutes les aventures qu'ils ont vécues ensemble. Il semble que Sylvie ait enfin commencé à se détendre, réalisant que l'ambiance est plus décontractée et amusante que ce à quoi elle s'attendait, et elle espère que cela durera pour toujours. Lorsqu'elles arrivent enfin au-dessus de la ville frontalière, la montgolfière atterrit près du château. Et les filles sont absolument choquées en entendant le bruit retentissant des tirs de canon. Lightning les rassure rapidement, expliquant que le prince a fait tirer les canons, juste pour leur souhaiter la bienvenue. Peu de temps après, des sorcières de l'Union des sorcières arrivent pour accueillir les nouvelles venues. Sylvie est sidérée, déconcertée par le fait que leur magie est complètement différente de ce à quoi elle s'attendait. Elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les sœurs de l'Union ont été amicales jusqu'à présent, bien qu'elle se rappelle de rester sur ses gardes au cas où. Une fois qu'elles entrent dans la salle à manger, elle voit un festin déjà dressé sur la table. Le prince accueille chaleureusement tout le monde dans la ville frontalière, se présentant comme le souverain de la région ouest et leur disant de faire comme chez elle. Tandis que les autres dames sont ravies de voir le festin devant elle, Sylvie est absolument stupéfaite par ce qu'elle voit devant elle. Elle remarque que le prince ne porte aucune pierre du jugement divin et qu'il n'y a aucune trace de magie en lui. Cela lui indique que l'homme en face d'elle est bien Roland lui-même, ni déguisé ni contrôlé par la magie. Après une journée mouvementée, nous retrouvons le prince en train de boire à grandes gorgées un vin délicieux, laissant échapper un rot de satisfaction en s'adossant sur son lit. Il est tellement excité par l'arrivée des sorcières qu'il n'arrive même pas à dormir. Alors il boit pour céder à s'assoupir. Le prince s'adresse aux nouvelles venues en les appelant sœurs, et demande si leurs logements ont été préparés. Cependant, Nightingale n'est pas très enchanté qu'il les appelle sœurs d'emblée, l'avertissant qu'il ne devrait pas leur faire confiance si rapidement. Le prince demande à Nightingale pourquoi elle est si prudente, ce à quoi elle révèle que la sorcière nommée Sylvie disait des demi-vérités, bien qu'il n'y ait eu rien de malveillant dans ses paroles. Elle a été très prudente dans le choix de ses mots. Le prince hoche la tête, comprenant son point de vue. Il suppose que Sylvie essaie probablement de déterminer s'il est vraiment le véritable Roland Wimbledon. Il rappelle à Nightingale que si un des membres de sa famille changeait complètement de personnalité, elle se demanderait aussi s'il avait été remplacé ou contrôlé. C'est exactement ce que Tilly pense de lui, car à la capitale, Roland avait la réputation d'être un tir-au-flanc lamentable et une cible facile pour les intimidations. Cela rend également Nightingale curieuse, se demandant si le prince est vraiment Roland Wimbledon. Le prince répond qu'il est bien Roland, mais qu'en même temps, il ne l'est pas. Nightingale, avec son sens aiguisé, voit rapidement que le prince ne ment pas et lui demande pourquoi il ne l'est pas. Le prince a un large sourire et dit simplement que c'est comme ça et qu'il n'y a aucune raison de mentir. Nightingale se contente de hausser les épaules et dit que tant qu'il reste le Roland qu'elle connaît, ça lui va. Le prince hoche la tête, disant simplement
Il a toujours été lui-même depuis le jour où il l'a rencontré. Le lendemain matin, toutes les nouvelles sorcières sont alignées devant le prince, le saluant d'un bonjour anxieux. Le prince leur dit de se détendre, les assurant qu'il n'est pas très à cheval sur les formalités. Donc elles peuvent l'appeler comme elles appellent Tilly. Il explique ensuite qu'il ne leur assignera aucun travail. Pendant leur première semaine, elles devraient prendre le temps de s'habituer à l'environnement de la ville. Et d'explorer la ville frontalière autant qu'elles le souhaitent. Il leur garantit que personne ne les maltraitera ou ne les enlèvera parce qu'elles sont des sorcières. Il rassure les dames nerveuses en leur disant qu'il a déjà retiré l'influence de l'église de la région ouest, donc cet endroit est aussi libre que l'île du sommeil. Un lieu de liberté pour tous. Le prince continuant. Supposant que les nouvelles venues connaissent déjà les bases de l'antiphase et de la maturité. Alors il explique directement qu'il y aura des leçons de base après le dîner couvrant la lecture. L'écriture, les mathématiques et les sciences naturelles. Leur salaire sera d'un royal d'or par mois. Avec les week-ends de congé et des vacances payées. Si elles ont des questions, elles peuvent demander des éclaircissements à Wendy. Une fois les détails administratifs réglés, le prince passe à la partie la plus excitante de la réunion. Il est impatient de voir les capacités des sorcières de ses propres yeux, car la description de Tilly était un peu vague. Il décide de sortir pour commencer les démonstrations. Alors qu'il se lève de son siège, Sylvie l'interrompt pour ajouter quelque chose. Elle présente quelques feuilles de papier et explique que la princesse Tilly a découvert ces textes anciens sur un site en ruine près de la baie et qu'une lettre y est également jointe. Le prince commence à lire la lettre et devient rapidement anxieux. Comme nous le savons déjà, la lettre révèle des informations graves et préoccupantes liées à ce que Tilly a rencontré dans les ruines anciennes près de la baie. Une fois que le prince a fini de lire, Dame Parchemin confirme que le texte des lettres correspond exactement au livre que Kara a récupéré des ruines de la forêt de l'Est. Cette révélation pique la curiosité de tout le monde, y compris celle du prince qui réfléchit aux détails de la lettre. Sur l'île artificielle aux marées imprévisibles, l'ancien télescope et la porte de pierre sur la falaise abrupte. Il trouve ces éléments incroyables et est perplexe quant à l'existence de ruines aussi étranges dans la baie. Dame Parchemin est d'accord avec l'analyse de la princesse Tilly, soulignant que les ruines ont été créées par le même peuple étant donné la cohérence de l'écriture et de la langue. Elle s'inquiète des raisons pour lesquelles l'Église aurait construit ces structures, pour ensuite les abandonner. Wendy ajoute que ce ne sont pas seulement ces ruines qui sont mystérieuses. Les archives de plus de 450 ans ont été effacées. Elle est perplexe quant à ce qui pourrait y être caché. Ou pourquoi il y a un tel effort concerté pour effacer ces archives historiques. Le prince dit que puisque Tilly travaille déjà au déchiffrement des textes, il est presque certain qu'elle peut les percer à jour. Pour lui donner un coup de main, il lui parlera de la ville sainte de Tequila. Et lui enverra quelques photos des démons que Saraya a prises, car cela pourrait aider à la traduction. Il souligne que garder cette information secrète est inutile. Et qu'il vaut mieux être préparé et comprendre ce qui se passe. Ce qui pourrait même révéler certaines faiblesses de l'Église, car si l'Église ne se souciait pas de ses ruines, elle aurait enfoui son histoire encore plus profondément. Il suggère également d'aller inspecter la tour de pierre. Dans la forêt brumeuse, là où Foudre a autrefois trouvé un démon. Peut-être y a-t-il d'autres indices là-bas. Il ajoute qu'une fois que l'armée aura ses nouvelles armes, ils nettoieront la forêt au cas où d'autres démons y traîneraient. Pour commencer, le prince veut tester les pouvoirs de tout le monde. Il se dirige vers l'arrière-cour vide où Lotus, la première sorcière, montre ce dont elle est capable. Elle extrait un rocher géant de la terre avec aisance. Le prince est sérieusement impressionné, notant que, bien qu'ayant à peu près le même âge que Rossignol, Lotus paraît incroyablement jeune. Fraîche comme un gardon. Ses capacités sont aussi super puissantes. Elle peut terraformer dans un rayon de 5 mètres sans effort, mais lorsqu'elle essaie d'étirer la tour debout au-delà de 7 ou 8 mètres, la tour qu'elle crée commence à s'effondrer en raison d'un déséquilibre structurel. De plus, elle utilise moins de magie si la terre est plus meuble, mais sa capacité est efficace sur un sol solide. Comme l'île du sommeil d'où elle vient, alors que les maisons en terre qu'elle pourrait construire dans la ville frontalière ne feraient que s'effondrer. Dame Parchemin explique aussi quelques détails techniques sur son pouvoir. C'est un type d'invocation, sans fioriture, et elle peut terraformer jusqu'à 5 mètres. Les pierres du jugement divin la frappent durement, mais elles n'affectent rien de ce qu'elle a déjà construit. Ensuite, il y a Onet, qui a atteint sa maturité l'hiver dernier. Sa spécialité principale est la subordination des animaux.
Elle peut apprivoiser n'importe quel animal et lui faire suivre ses ordres. Au mieux de ses capacités. Son contrôle dure jusqu'à ce que l'animal termine sa tâche ou qu'elle l'annule elle-même. En plus, elle a cette super capacité supplémentaire appelée messager animal, où elle peut envoyer des animaux pour en trouver de plus puissants à apprivoiser. Le hic, c'est que tous ses pouvoirs sont affectés par les pierres du jugement divin, et plus l'animal est grand, plus il faut de magie pour l'apprivoiser. Ensuite, il y a Evelyne, qui a environ 25 ou 26 ans. Elle a le talent fou de transformer du whisky brut en toutes sortes d'alcools différents. Tant qu'elle les a déjà goûtés. Elle pourrait aider à extraire l'éthanol. Mais servir de l'alcool à une dame pendant la journée est hors de question, donc le prince devra attendre jusqu'au dîner pour goûter à sa magie. La suivante est Sylvie. Et le prince se sent assez mal à l'aise avec elle. Elle a le pouvoir de voir à travers n'importe quoi. À sa portée, même derrière son dos et à travers les obstacles. Sa vision est totalement dégagée, ce qui est un peu troublant pour lui. Il est en fait un peu envieux de sa capacité. Imaginez pouvoir voir à travers les vêtements de n'importe quelle femme que vous voulez. Sylvie a aussi une capacité supplémentaire similaire à celle de Nightingale, où sa magie peut voir la magie s'accumuler et se dissiper. Après Sylvie, il y a Candle, qui a atteint sa maturité au cours des derniers mois. Avant, ses pouvoirs étaient limités aux lanternes à bougies, mais maintenant ils sont amplifiés. Elle peut maintenir un état de la matière pendant un certain temps. Par exemple, si elle lance sa magie sur un glaçon. Il ne fondra pas même si vous le mettez au soleil. Son pouvoir est de nature enchanteresse et nécessite un contact direct avec la cible. Le prince a eu la grande idée d'utiliser les pouvoirs de Candle pour garder l'acier en fusion chaud pour toujours. Cependant, il a vite réalisé que ce serait peut-être un peu exagéré. Car maintenir ce genre de chaleur nécessiterait une tonne de magie. Le vrai défi est la quantité de magie nécessaire et combien de temps elle peut être maintenue. Surtout pour les grands volumes. Nightingale souligne également que la magie de Candle est plutôt bonne, mais sa capacité de mana se situe dans la partie inférieure de l'échelle. Pourtant, son talent est une perle si elle peut maintenir quelque chose dans un état stable. Ça pourrait sérieusement améliorer la durabilité des machines fabriquées avec des matériaux plus faibles. Les bougies ont donc le potentiel de faire durer ces machines plus longtemps et de les faire fonctionner plus fluidement. Une fois son examen terminé, Nightingale demande s'il y a des sorcières que le prince apprécie particulièrement. Le prince répond qu'il les trouve toutes plutôt douées. Nightingale est choqué d'entendre que le prince est prêt à s'occuper d'elle toute ce soir, mais il lui donne une petite tape amicale sur la tête et explique qu'il ne cherche pas à pimenter sa soirée, mais simplement que leurs capacités sont impressionnantes. Le prince décide alors qu'il est temps de retourner au château, puisque les tests sont terminés. Il mentionne qu'il a quelque chose à donner à Nightingale après le dîner. Je me demande ce que ça pourrait être. Peut-être son sceptre ou quelque chose de spécial. Il semble que Nightingale attende avec grande impatience ce que le prince veut lui donner ce soir. Quand l'heure du dîner arrive, tout le monde profite d'un grand festin. Une fois de plus. Ce qui est le plus intriguant aujourd'hui, c'est la nouvelle invention du prince. Et Lightning et Maggie attendent avec impatience de savoir quel genre de crème glacée ou autre création il a bien pu imaginer. Le prince leur dit que tout le monde le découvrira bien assez tôt, mais qu'ils doivent d'abord manger. Nightingale se sent un peu déçu que la surprise ne soit pas uniquement pour elle, mais plutôt quelque chose que le prince a préparé pour tout le monde. Pendant ce temps, les nouvelles sorcières sont fascinées par les baguettes. Lady Scroll explique que le prince invente souvent des choses nouvelles et intéressantes comme des parfums, des baguettes et de la crème glacée. Et il les teste sur une sorcière avant de les fabriquer et de les commercialiser officiellement. Les nouvelles sorcières se remémorent avec tendresse l'expérience luxueuse de se baigner avec du savon qu'elles ont eu il y a quelque temps au château, un plaisir généralement réservé à la noblesse. Elles ont du mal à croire qu'elles mènent une vie qui rivalise même avec celle des rois, compte tenu de toutes les commodités dont elles profitent. Alors que les sorcières se mettent à l'aise et commencent à se sentir chez elles, nous passons directement à la fin du dîner, où le prince capte enfin l'attention de tous et décide de révéler ce qu'il a fabriqué. Quelques servantes apportent rapidement du vin, et le prince annonce qu'il commence par du vin blanc parmi ses inventions, comparé aux vins hébraïques et aux vins de fruits qu'elles avaient eus auparavant. Celui-ci est le vrai de vrai avec une teneur en alcool plus élevée, il conseille donc aux non-adultes de s'en éloigner. Éclair proteste et insiste sur le fait qu'elle veut aussi l'essayer, mais le prince la rassure en lui disant qu'il a également préparé quelque chose de plus léger.
qui peut être dégusté avec un peu de glace supplémentaire. Il présente tous les types de vins devant sœur Evelyne. Et mentionne qu'il a entendu dire qu'elle était déjà allée dans des bars à cocktails et des brasseries. Il est donc curieux d'entendre son avis. Evelyne accepte rapidement. Prend un verre de vin et en boit une grande gorgée. Dès que le vin atteint son estomac, elle sent une légère brûlure dans sa gorge, mais le jus de pomme aide à la faire passer. Elle se trouve agréablement surprise par le mélange de notes florales et fruitées dans sa bouche, ce qui en fait un goût unique qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ensuite, elle essaie la deuxième coupe. Celle-ci contient un mélange de lait et de miel ou de sucre, créant une douceur qui complète parfaitement le vin. C'est une alliance divine. Et elle l'apprécie pleinement. Puis elle passe à la dernière coupe. Celui-ci est du vin blanc pur, sans aucun ajout. Il a une touche ardente qui roule sur sa langue et descend dans sa gorge, laissant une sensation acidulée qui persiste. C'est intense, mais dans le bon sens du terme. Après la dégustation, Evelyne déclare joyeusement que les 3 vins sont inoubliables. Elle admet que même si certains pourraient ne pas apprécier les saveurs fortes, les vrais connaisseurs apprécieront certainement sa richesse. Le prince est satisfait de son retour et explique que ce n'était qu'un échantillon de son vin blanc le plus fort. Il prévoit d'approfondir encore plus sa saveur et aura besoin qu'elle le goûte à nouveau plus tard. Le groupe suivant de servantes arrive avec des boîtes, et ces cadeaux sont uniquement destinés aux sorcières adultes. Anna reçoit sa propre boîte, tandis que Nana se demande avec impatience ce qu'il y a à l'intérieur. Comme promis, Rossignol reçoit également une boîte, mais elle ne semble pas très emballée. Le prince leur dit d'ouvrir les boîtes une fois qu'elles seront de retour dans leur chambre. Une fois que les sorcières sont dans leur chambre, les plus jeunes commencent à se plaindre. Elles ont l'impression que le prince fait du favoritisme et n'a pas pris la peine de leur donner des cadeaux. Mais Éclair rappelle à Lily que le prince a spécifiquement dit. Les cadeaux n'étaient que pour les sorcières adultes. Lily, cependant, reste aussi arrogante que jamais, ignorant le rappel. Pendant que les jeunes sorcières se disputent, Wendy commence à ouvrir sa boîte. Dès qu'elle soulève le couvercle, toutes les sorcières s'attroupent pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'avère que le prince ne plaisantait pas sur le fait que les cadeaux étaient pour les adultes. À l'intérieur de la boîte se trouvent des soutiens-gorge, clairement destinés aux dames à la poitrine tombante. Les plus jeunes sorcières commencent à tripoter le soutien-gorge, n'ayant aucune idée de ce que peut bien être cette chose. Maggie commente que les soutiens-gorge ressemblent à une paire de lunettes de protection incroyablement grandes, tandis qu'Éclair est sceptique, se demandant comment exactement ces choses sont censées être utilisées. C'est alors que Wendy aperçoit une lettre dans la boîte. Elle l'ouvre et commence à la lire les yeux fermés. Pendant ce temps, Dame Lune apprécie la texture douce et soyeuse du soutien-gorge, tandis qu'Éclair et Maggie essaient toujours de comprendre ce qui se passe. Il semble que les sorcières plus âgées aient finalement compris à quoi servent les soutiens-gorge, et elles sont assez embarrassées par la lettre. Elle explique que les soutiens-gorge aident à redistribuer le poids de la poitrine, améliorent la circulation et la posture. Les jeunes sorcières regardent leur propre poitrine plate, puis celle de Wendy, qui arbore les plus gros melons jamais vus. Même Lily, d'habitude si arrogante, commence à comprendre pourquoi. Les cadeaux n'étaient destinés qu'aux adultes, mais elle essaie de sauver la face, affirmant qu'elle se fiche des soutiens-gorge et que ça a toujours été le cas. Il est clair, cependant, que Lily essaie juste de cacher sa gêne de ne pas en avoir une paire pour elle. Éclair dit à Wendy de retirer le sien car elle veut l'essayer aussi. Mais Wendy, troublée, pousse rapidement toutes les jeunes sorcières dehors, leur disant d'aller dormir. Elle ferme la porte derrière elle, le cœur battant la chamade, et se demande pourquoi le prince leur a donné une chose pareille. Rossignol se demande avec confusion pourquoi. Le prince n'a pas simplement donné les soutiens-gorge collectivement, mais une prise de conscience la frappe alors comme un éclair, venu de nulle part. Peut-être que le prince les a donnés individuellement parce que chaque soutien-gorge est d'une taille différente, ce qui signifie qu'il a vraiment fait attention aux mensurations de chacune. Réalisant cela, Rossignol sort de la pièce en trombe et se précipite vers la chambre d'Anna. Là, elle l'interroge sur le cadeau. Anna exhibe fièrement sa poitrine et dit que le soutien-gorge est étonnamment confortable et qu'elle l'a déjà porté, et le trouve assez pratique. Elle propose alors de montrer le soutien-gorge à Nightingale. Mais Nightingale détourne rapidement le regard, disant qu'elle ne veut pas voir. À la place, elle demande si Anna trouve bizarre que le prince leur donne quelque chose comme ça. Anna fait remarquer que le prince a l'intention de vendre ses soutiens-gorge au public, alors il les teste simplement sur les sorcières.
D'abord. La conversation dérive ensuite sur la façon dont les soutiens-gorge leur vont. Et leur confort, nous allons donc passer cette partie. Dans la scène suivante, on voit le navire naviguer. À l'intérieur, le prince parle avec Sir Lotus, lui demandant de soulever de la terre des deux côtés de la rivière. Pour poser les fondations d'un pont. Il se lance dans une discussion un peu geek sur la physique et la science. Et à la fin, le prince demande si elle peut soulever la terre sur plus de 10 mètres. Compte tenu de la profondeur de la rivière. Lotus accepte avec confiance, disant qu'elle s'en occupera. Pendant ce temps, Wendy dirige le bateau avec ses pouvoirs du vent et est agréablement surprise de ne plus avoir mal aux épaules grâce au soutien-gorge. Elle est impatiente de remercier le prince personnellement pour ce cadeau attentionné. Une fois qu'ils atteignent l'endroit parfait, le prince dit à Wendy d'arrêter le bateau. Il donne ensuite des instructions à son collègue ingénieur sur le fait qu'ils doivent creuser une fosse autour de la terre que Lotus va extraire et qu'ils la rempliront de béton. Le prince précise que la fosse ne doit pas dépasser 5 mètres de diamètre et 1 mètre de profondeur. Une fois remplie, la sorcière abaissera la profondeur d'1 mètre. S'ils répètent ce processus, ils pourront construire un mur de béton qui descendra jusqu'au lit de la rivière. Lotus utilise son contrôle de la terre pour soulever le tas de boue, et dès qu'elle l'ordonne, la boue commence à jaillir et à s'empiler rapidement. Le prince est surpris de trouver qu'il est plus facile de soulever de la terre à travers l'eau qu'à travers le sable. Cependant, l'odeur nauséabonde qui s'en dégage est insupportable. Il en déduit rapidement que le tas est composé de plantes et d'animaux en décomposition, ainsi que des déjections des villageois qui ont fait leurs besoins près de la rivière. Il décide de faire enlever ce bazar à la pelle par quelques personnes. Ils devront le nettoyer et ajouter des couches une par une pour le façonner correctement. Le prince déplore que si le transport n'était pas un problème aussi majeur, il aurait utilisé les déchets en décomposition comme engrais. En parlant d'engrais, la scène s'ouvre sur un champ de culture luxuriant, débordant de céréales. On rencontre un homme coiffé d'une casquette, nommé Sirius, qui admire le rendement impressionnant. Les semences sont doublées en quantité et les grains sont plus gros que jamais. Tout ça grâce au dur labeur de la sorcière. Sirius songe au fait que, depuis que le prince a organisé la cérémonie et que Nana est apparue sur scène, les sorcières ont arrêté de se cacher. Il est évident que seules les sorcières peuvent faire émerger de la terre. Au milieu de la rivière. Soudain, 2 personnes se précipitent vers Sirius. Et on dirait qu'il n'est pas ravi de voir ces types ici. Car il est presque certain qu'ils s'apprêtent à poser les mêmes questions habituelles. Comme prévu, il demande s'il est vrai qu'ils peuvent devenir des citoyens libres, posséder leur propre maison, aller à l'école, et qu'ils n'auront qu'à remettre 70% de leur récolte. Il le bombarde également d'une foule d'autres questions sur leurs nouvelles opportunités et leurs nouveaux droits. Sirius désigne nonchalamment la bannière sur laquelle il est écrit que le travail crée la richesse et que le travail change le destin. Il sourit et dit que cela signifie que s'ils font les efforts nécessaires, ils deviendront des citoyens libres. Exactement comme le prince l'a promis, et croyez-le, cette promesse est solide. Quand quelqu'un demande ce qu'il devrait faire avec les 30% restants de la récolte, ce à quoi Sirius explique que vous pouvez soit la vendre au prince, la manger vous-même ou l'utiliser comme semence, et c'est à peu près tout. Il poursuit en expliquant que la ville frontalière n'autorise pas les ventes privées de récolte. Si vous essayez de la vendre en dehors des circuits officiels, vous enfreindrez la loi. Et votre récolte pourrait être confisquée, en plus d'une sanction. Mais l'un des roturiers exprime alors sa crainte de se faire arnaquer par le prince. Sirius les rassure en leur disant que cela n'arrivera pas. Le prince suit les prix du marché. Il n'y aura donc pas de changement drastique. Le marché public géré par la mairie est le seul endroit où les céréales sont vendues. Le prince achètera toujours au prix du marché. Sur ce, Sirius met fin à la conversation et leur dit de retourner au travail. Un autre homme intervient et demande à Sirius s'il sait où Mademoiselle May et Mademoiselle Aileen sont passées, vu qu'il n'y a pas eu de spectacle sur scène récemment. Il craint qu'elles ne soient malades. Sirius les rassure en leur disant qu'elles reviendront à l'automne. Car elles ne peuvent pas jouer sous cette chaleur accablante, quoique, tandis que les ouvriers repartent au travail. Sirius songe à son propre parcours. Il était autrefois un chevalier qui tentait d'échapper au champ de son père, mais il fut capturé et déchu de son rang. En seulement quelques mois, d'une manière ou d'une autre, il a atterri dans la ville frontalière. Son salaire augmente, les perspectives d'avancement sont nombreuses. Et il en est même venu à attendre la récolte avec impatience. Dans la scène suivante,
Les fermiers ont fini de récolter tout le grain et ont même commencé à brûler la paille restante. Après un moment, le conseiller chauve, absolument ravi, fait son rapport au prince que la récolte de cette saison est énorme. Il explique que selon les estimations de la mairie, leurs exportations sont 4 fois plus élevées qu'auparavant, et que leur meilleur champ a produit 6 fois plus que son rendement précédent. Cela leur donne plus qu'assez pour nourrir tous leurs villageois. Le prince sourit à cette bonne nouvelle, heureux de savoir que leurs entrepôts ne seront plus vides. Le conseiller chauve ajoute qu'avec des ouvriers supplémentaires et plus de fermiers, il pourrait facilement subvenir aux besoins de 50 à 60 000 personnes. Cela rend le vieil homme encore plus enthousiaste, alors qu'ils rêvent de voir leur ville devenir une grande cité puis s'étendre sur tout le continent. Voyez-vous, dans ce monde, la croissance des villes est principalement limitée par l'approvisionnement en nourriture. Une grande ville comme la capitale et ses 20 000 habitants a besoin de nombreux villages environnants pour nourrir tout le monde, mais avec les nouvelles machines que notre protagoniste vient de produire. Le travail d'une seule personne peut maintenant nourrir 10 000 personnes, et les récoltes abondantes de la ville frontalière sont entièrement dues au grain amélioré de Surfeuille. On apprend par la suite que le prince a réduit le nombre de fermiers sans diminuer la production, ce qui signifie qu'il peut désormais se concentrer sur l'industrie manufacturière, puisque l'équipe agricole a perfectionné les meilleures stratégies de culture en utilisant des outils et des machines en métal. Leurs exportations ne feront que s'améliorer. Dans la scène suivante, le prince monte alors sur une estrade et galvanise la foule. Il sait qu'ils meurent d'envie d'entendre de bonnes nouvelles. Alors il leur annonce sans détour que la mairie se chargera de faire de chacun d'eux des citoyens libres. Vous pourrez choisir de continuer l'agriculture ou d'essayer autre chose. En ville, une fois la récolte terminée, les détails concernant l'accession à la citoyenneté seront annoncés. La foule exulte, acclamant et louant son prince. Le prince poursuit en annonçant qu'à partir de l'année prochaine, ils n'auront qu'à atteindre un quota pour obtenir la citoyenneté, rendant la compétition inutile. En gros, si vous travaillez dur, vous pouvez vous défaire de votre identité de travailleur sous contrat. Comme il l'a déjà dit, le travail acharné crée la richesse et le labeur change votre destin. Il espère un jour où la ville frontalière sera libérée des travailleurs sous contrat, et où tout le monde sera un citoyen libre. La foule entière explose de joie, chantant les louanges du prince. La scène change alors pour un lieu inconnu, où nous voyons Timothy, un aspirant roi. Après une longue absence, il se prélasse dans un bureau, avachi sur sa chaise et reniflant bizarrement la table en bois. À l'odeur, Timothy peut dire que la table est faite de bois céruléen. Il est surpris de constater que sa sœur préfère toujours les matériaux du pic du blizzard, ce qui signifie que sa sœur n'est vraiment pas féminine du tout. Un sourire sinistre se dessine sur son visage, qui se transforme bientôt en un rire dément alors qu'il se vante d'avoir surpassé sa sœur, Garcia. Timothy révèle qu'en seulement 15 jours, il a méthodiquement pris le contrôle de la Nation des Sables. Après s'être occupé des gens qu'elle a laissés à Port-Clair, il est convaincu qu'elle a perdu son emprise sur la région sud. Et il est plutôt suffisant de savoir que la reine de Port-Clair appartient désormais au passé. Et la région sud est de nouveau sous son contrôle. Alors que Timothy savoure son triomphe, un de ses chevaliers fait irruption. Timothy lui dit qu'il repartira vers la capitale le lendemain matin. Le chevalier devra s'occuper de tous les autres, à l'exception des gardes personnels de Timothy de l'escouade des chevaliers de la capitale. Il ordonne à son chevalier, qui répond au nom de duc Édouard, de maintenir la sécurité dans la région sud et d'empêcher la Nation des Sables de pénétrer sur le territoire du château cendré. Édouard demande si cela signifie qu'il devra rester sur place. Timothy acquiesce, disant qu'il y a encore beaucoup à faire ici, et qu'il a besoin de quelqu'un de loyal et de puissant pour rester, que ce soit pour s'occuper des traîtres ou pour rassembler les réfugiés. Il rassure Édouard de ne pas s'inquiéter, il ne restera pas coincé ici pour toujours. Une fois que tout à Port-Clair sera réglé, il s'assurera de ramener Édouard à la capitale. Il explique que le château cendré doit encore être unifié, et qu'avant de conquérir la région ouest, il aura besoin de nombreux chevaliers pour combattre, alors il promet à son loyal ami qu'il ne l'abandonnera pas. Édouard baisse les yeux, est attristé et rappelle à Timothy que son frère, Raymond a disparu. Il demande pourquoi il n'y a aucune nouvelle de lui, surtout que cela fait 2 mois que Raymond est parti pour la région de l'Ouest. Timothy le rassure, en lui disant que Raymond a peut-être été retardé par quelque chose, ou qu'il pourrait être sur le chemin du retour. Il dit à Édouard de ne pas s'inquiéter pour son frère, car pour l'instant l'objectif
est de réduire en cendres l'ancienne forteresse de Garcia. Timothy veut que tout le monde dans la région du Sud voie que l'ancienne base de Garcia ne sera plus rien qu'un tas de cendres. Même si elle revient, elle ne trouvera que des ruines. Il ordonne à Edward de simplement brûler les soldats qui ont survécu aux effets secondaires des pilules de l'Église. Une fois seul, Timothy réfléchit à la manière dont la ville frontalière a si facilement géré les menaces démoniaques, a vaincu le duc Ryan et capturé la forteresse de Longsong. Il est déconcerté par la façon dont son frère, l'un des plus stupides, peut accomplir tout cela. De plus, Rayman et ses 500 soldats, qui ont été déployés à l'ouest, ont aussi complètement perdu le contact. Il est convaincu que quelque chose d'important a dû se produire dans la ville frontalière pour provoquer un changement si radical chez son frère. Quoi qu'il en soit, Timothy est déterminé à obliger son frère, Roland Wimbledon, à implorer son pardon à ses pieds. Finalement, de retour dans la cité sainte, le pape reçoit la terrible nouvelle de la mort de Heather. Malgré cette sombre nouvelle, il reste calme et rassure son subordonné en affirmant que Heather était une jeune fille dévouée, intelligente et honnête, dont on se souviendra avec affection. Il jure que la coupable, Garcia Wimbledon, sera traduite en justice en temps voulu. La préoccupation du pape se tourne rapidement vers la question de savoir si Garcia collabore avec le royaume du cœur de loup et sur l'efficacité du nouveau poison de l'Église contre eux. Pour l'instant, le prêtre Main rapporte que, bien que le poison ait fonctionné comme prévu lors de l'attaque de la forêt de la Dent Brisée, où il a mis hors d'état de nuire les soldats ennemis avant qu'ils ne puissent réellement combattre la menace, les résultats ont été moins efficaces lors de son utilisation contre la cité de Wolfhart. L'ennemi est resté fort et résistant, et Main assume la responsabilité de cet échec. Le pape explique que le nouveau poison a été créé à partir de bêtes démoniaques, et souligne en outre qu'il existe des archives faisant état de 70 capacités pouvant le contrer, dont 30 capables de le neutraliser immédiatement. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant qu'une grande nation comme Wolfhart possède une sorcière dotée de telles contre-mesures. Le pape partage son inquiétude que, si les sorcières peuvent réellement contrer leurs attaques de poison, cela pourrait changer la perception qu'ont les gens d'elle à Wolfhart, les transformant potentiellement en héroïnes, et ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'Église. Il rappelle à Maine de ne pas trop s'attarder sur les pertes de leurs armées du jugement et du châtiment divin, car cela pourrait les détourner de la prise de décision importante, et ils ne veulent pas que l'intensité de la bataille retombe. Mais il y a une lueur d'espoir pour le pape. Garcia et les forces de Wolfhart sont toutes rassemblées au même endroit, et il prévoit de tous les éliminer d'un seul coup. Son subalterne n'a aucune idée de la manière dont ils sont censés y parvenir. Alors le pape dit simplement à son subalterne de le suivre à travers les tunnels faiblement éclairés. Un chevalier éclaire la zone. Le pape montre à Maine leur arme secrète, qui était à l'origine destinée à être utilisée contre de puissants démons. Elle peut désormais être mise à contribution. Il l'appelle le briseur de cité, et il fonctionne grâce à la magie, nécessitant 3 ou 4 sorcières pour le contrôler. Le pape explique que le briseur de cité a une portée bien supérieure à celle des catapultes et des balistes. Il est incroyablement difficile pour des remparts classiques de se défendre contre ces carreaux d'acier. Et il peut trancher les navires en bois comme un couteau dans du tissu. Il est convaincu qu'il viendra à bout des remparts de Wolfhart et de la flotte du Drapeau Noir avec aisance. Quand Maine demande si cette arme a été développée par le temple sacré secret, le pape répond par la négative et révèle une nouvelle choquante. Elle provient en fait de leurs ennemis, les démons des enfers. C'est pourquoi elle a été cachée au plus profond de leur caverne. Et il conseille à Maine de la garder dissimulée et de ne l'utiliser que de manière stratégique. Car ils ne veulent pas que les civils voient quel genre de monstruosité c'est. Le pape annonce qu'il va assigner 2 sorcières pures d'élite pour prêter main forte, s'assurant ainsi que Garcia et Wolfhart ne sentiront pas cette fois. En entendant cela, le visage du prêtre Maine s'illumine comme celui d'un enfant dans un magasin de bonbons. Il faut dire que les sorcières pures sous les ordres du pape sont la crème de la crème, dotées de capacités vraiment impressionnantes. Avant que Maine ne parte, le pape lui ordonne de faire couler le sang de ces hérétiques et de venger Heather. Maine répond vivement d'un oui, votre sainteté bien nette. De retour dans la ville frontalière, Sirius rapporte au prince que leur équipement actuel ne pourra pas gérer toute la mouture de la récolte. Il suggère d'installer un moulin à vapeur près de la rivière de l'eau rouge. Le prince accepte et lui dit d'envoyer une demande à l'hôtel de ville et de préparer un plan une fois les fonds reçus. Sirius mentionne également que
56 personnes sont devenues des citoyens libres et leurs noms ont été envoyés au vieil homme Barov. Sur ce, Sirius termine son rapport. Le prince est très satisfait de la performance de Sirius et est convaincu que Sirius sera précieux pour recruter des aristocrates et des chevaliers de la forteresse, étant donné ses manières impressionnantes. La suivante est Dame Parchemin, qui représente le secteur de l'éducation. Elle rapporte que tous les étudiants qui ont terminé leurs études de base ont été affectés à leur secteur de prédilection, 5 d'entre eux ayant même postulé pour le laboratoire de chimie. Il semble que le prince Roland espérait plus que seulement 5 recrues, car sinon les laboratoires nouvellement construits risqueraient de rester vides pendant un certain temps. Même Kyle Sechi, le chef du département de chimie, est préoccupé par le faible nombre de candidats. Le prince demande alors à Kyle de faire un rapport sur la situation de son département. Kyle, qui n'apprécie pas ces réunions, fait clairement savoir qu'il n'aime pas perdre son temps et suggère de trouver un nouveau représentant pour le département si cela devient une habitude. Kyle Sechi souligne alors qu'il a besoin de plus de personnel. Les nouveaux assistants sont jeunes, mais ils apprennent vite et l'éducation de base semble avoir porté ses fruits. Il mentionne également que si le prince lui donne accès à Chimie 201, il pourrait enfin trouver un moyen de produire de l'acide à plus grande échelle. Le suivant est un homme à lunettes qui fait un rapport sur les progrès des infrastructures dans la ville frontalière. Il couvre tout, des ponts aux résidences et aux murs de la ville. N'oublions pas le capitaine H de Fer, qui rapporte que la deuxième armée a terminé son entraînement de base et est prête à marcher sur la forteresse du Longchamp quand ce sera nécessaire. À l'exception de la division d'artillerie, tous les soldats sont maintenant passés à l'utilisation de fusils à barillet. Sur ce, la réunion se termine. Le prince remercie tout le monde pour leur contribution et annonce une augmentation de leur salaire. Désormais, les chefs de département recevront 2 royales d'or par mois. Et ils augmenteront également les salaires de leurs employés en conséquence. Le prince annonce enfin le moment fort de la journée, son projet d'étendre la ville frontalière pour en faire une véritable cité. Il parle d'une transformation massive qui étendra la ville vers l'ouest jusqu'aux terres ingrates, à l'est jusqu'à la forteresse du Longchamp et au sud jusqu'à la mer. Les montagnes environnantes serviront de murailles naturelles, rendant la ville plus grande que la capitale ou que n'importe quelle autre cité des 4 royaumes. Il insiste sur le fait que tout ce qu'il faudra, c'est un travail acharné et de la préparation pour transformer la ville frontalière en une merveille métropolitaine qui éclipsera toutes les autres. Une fois que tout le monde est parti, le vieil homme Barov soulève une inquiétude. Malgré la récente récolte fructueuse, les fonds du trésor s'amenuisent. Après avoir payé Margaret, la guilde des marchands et Théo, les finances sont serrées. Avec seulement environ 2000 royales d'or restants, ce qui est un solde dangereusement bas. Le prince Roland rassure Barov en lui disant que des revenus sont à venir. Car la guilde de Margaret devrait bientôt acheter un autre lot de machines à vapeur. De plus, les bonbonnes à haute pression et les recharges d'hydrogène nécessiteront un peu de recherche de la part du département de chimie. Une fois que ce sera réglé, il prévoit de vendre des montgolfières et des recharges d'hydrogène. Ils factureront 50 royales par recharge, avec une recharge gratuite toutes les 10. Ce qui devrait assurer un flux de revenus constant. En parlant du département de chimie, Barov fait alors remarquer que Kyle Sechi doit améliorer ses compétences sociales, car il est souvent assez impoli. Le prince ne se soucie pas du manque de compétences sociales de Kyle. Après tout, les scientifiques ne sont pas vraiment connus pour passer beaucoup de temps au grand air. Alors que la nuit s'épaissit, Kyle Sechi, fidèle à sa nature de scientifique, est toujours plongé dans ses études. Il se bat avec des tableaux périodiques et des équations. Bien que nous n'ayons pas besoin d'entrer dans les moindres détails. Ce qui est clair, c'est que Kyle travaille sans relâche, déterminé à remplir les laboratoires et à découvrir comment fabriquer de l'acide. Son objectif principal est d'obtenir le cours de chimie 201 du prince. Bien que ce que cela implique exactement reste un mystère pour nous. Il semble que Kyle mise gros là-dessus, et il se pousse à la limite pour atteindre son objectif. La scène suivante nous emmène dans une grotte mystérieuse où l'on peut voir les sorcières en pleine exploration. Elles s'arrêtent soudainement, et Nightingale demande à Sylvie si c'est ici que le tunnel se sépare. Lightning intervient avec des instructions précises, disant qu'elle devrait commencer par la 2e porte. Tandis que Sylvie y met aussi son grain de sel pour aider à guider l'équipe dans la bonne direction. Après avoir un peu erré, Lightning signale qu'il ne reste plus qu'une dernière porte à vérifier. Nightingale disparaît avec empressement de sa position et réapparaît à l'avant.
exhortant tout le monde à avancer plus loin à l'intérieur. Sylvie, observant la scène, peut faiblement voir la magie de Nightingale quand elle disparaît, mais ne parvient pas à distinguer sa silhouette ou ses mouvements. Elle se souvient que Tilly a dit que Nightingale est la sorcière la plus apte au combat de l'Union. Elle devrait en être consciente. Il s'avère que le prince a envoyé tout le monde dans ses mines. Car il existe une vieille légende à propos d'une bête ancienne vivant ici. Il leur a dit de faire un rapport après leur excursion en raison du danger. Sylvie nous révèle que Nightingale a été spécifiquement choisie pour cette tâche en raison de la légende selon laquelle ces mines étaient autrefois le nid d'une bête ancienne et que certains mineurs ont disparu. Soudain, Sœur Lucia interrompt leur progression et s'assied pour examiner un minerai qu'elle a repéré, car elle pense que le prince pourrait être intéressé. Après leur bref détour, elles atteignent enfin la porte numéro 23. Celle qu'elle cherchait. Sylvie s'avance, utilisant ses capacités pour l'inspecter. Après un balayage approfondi, elle peut clairement sentir qu'il n'y a pas de minerai ici, mais qu'il y en a plus bas. Il y a 4 tunnels, dont l'un semble descendre en pente. Lightning est intrigué par la pente descendante et interroge Sylvie à ce sujet. Sylvie répond que cela pourrait mener à un gisement. Elle semble aussi un peu épuisée, probablement pour avoir utilisé sa magie. Nightingale fait alors remarquer qu'elles ne le sauront jamais. À moins d'enquêter davantage, alors elles finissent par atteindre la pente descendante, qui plonge abruptement depuis l'endroit où elles se tiennent. Nightingale commente que ça a l'air assez profond. Et Lucia, mal à l'aise, mentionne qu'elle a l'impression que quelqu'un l'observe, et suggère qu'elle devrait se dépêcher de rentrer une fois leur enquête terminée. Sylvie scanne à nouveau la zone et note qu'il n'y a aucun minerai aux alentours. Donc elle devrait probablement partir, mais elle remarque alors quelque chose d'étrange. Lorsqu'elle essaie de sonder le chemin du milieu, elle ne voit rien. Lightning demande ce que cela signifie, et si Sylvie est simplement fatiguée d'avoir utilisé sa magie. Sylvie explique qu'elle n'est pas à court de magie, mais que quelque chose semble plutôt bloquer sa vision. Nightingale décide d'aller vérifier par elle-même et dit aux autres filles de rester en arrière. Cependant, Sylvie l'arrête rapidement, disant que quelque chose pourrait être la cause de cet effet, et qui pourrait être dangereux. Nightingale lui demande ce qu'elle veut dire. Et Sylvie explique qu'il semble que des pierres du jugement divin soient impliquées. Ces pierres semblent être sous terre et s'étendent sur toute la zone. Dans la scène suivante, on voit le prince arriver à l'emplacement souterrain, avec ses partenaires de confiance, et il est complètement émerveillé par la pure magnificence du cristal géant devant lui. Il se tourne vers son chevalier et demande s'ils ont construit l'escalier. Le chevalier Carter répond que non. Il était déjà là lorsque la première armée a découvert cet endroit. Il pense qu'il est là depuis des décennies, voire des siècles. Sir Lightning est plus ou moins d'accord, faisant remarquer que la ville frontière a été fondée il y a environ 70 ans, donc il est peu probable que l'escalier soit lié aux villageois de la ville ou au royaume. Carter ajoute que le château gris n'existait même pas il y a 100 ans. Il semble donc invraisemblable que quelqu'un d'il y a des siècles ait pu le construire. Le prince leur rappelle alors qu'ils connaissent bien un groupe de personnes qui vivaient il y a 450 ans et qui a été oublié, tandis que le prince examine le cristal de plus près. Il se souvient que les roches brillantes ont généralement des propriétés radioactives ou fluorescentes. Mais cette pierre du jugement divin ne semble correspondre à aucune de ces catégories. Si elle était radioactive, les soldats de la première armée auraient été grillés en quelques minutes, et elle ne peut pas être fluorescente puisqu'il n'y a aucune source de lumière dans la grotte. De plus, même si ces cristaux agissent comme des prismes, ils n'ont aucun des motifs cristallins habituels. Il est donc totalement perplexe quant à la manière dont ils sont arrivés ici. Le chevalier Carter est stupéfait, faisant remarquer qu'une pierre du jugement divin de la taille d'un pouce vaudrait une fortune. Mais quelque chose d'aussi massif pourrait ruiner les 4 royaumes. Nightingale n'est cependant pas enchantée par la façon de penser de Carter. Elle lui lance un regard sévère et lui demande s'il envisage sérieusement de le remettre à l'élite juste pour qu'il puisse l'utiliser pour torturer les sorcières. Pendant ce temps, Lightning est fasciné par ces cristaux. Ce sont les premières pierres de cette couleur qu'elle ait jamais vues, et s'il pouvait en ramener une, il n'aurait plus besoin de bougies. Mais Nightingale rappelle à tout le monde que, aussi intrigants que puissent être les cristaux, ce ne sont en réalité que des entraves pour les sorcières. Quand même, Lightning veut prendre un petit morceau de la pierre, comme trophée de son exploration. Le prince lui donne le feu vert pour le faire, tant que cela ne la décourage pas trop. Là-dessus, Lightning essaie de fendre la pierre avec un caillou,
mais cela ne laisse même pas une égratignure. Même le chevalier Carter est surpris car, pour autant qu'il sache, les pierres divines du jugement sont censées être fragiles. Lightning commence alors à frapper le cristal sous différents angles, mais le résultat est le même. Aucune égratignure, aucune fissure, rien. C'est à ce moment-là que le prince dit à Nightingale d'essayer. Elle bombarde le cristal de balle. Mais il reste toujours aussi brillant et intact. Le prince est intrigué. Que même les revolvers ne peuvent pas entamer le cristal. Carter se demande à voix haute. Comment l'Église a réussi à le briser pour le vendre s'il est si difficile à fendre? Nightingale fait alors remarquer que ces pierres devraient être pulvérisées. Avec la moindre force. Anna intervient également avec une information qui lui est propre. Demandant à notre héros s'il se souvient encore de la carte au trésor. Elle explique que l'une des cartes indique en réalité cet emplacement, et non les mines du Nord. Le prince est également choqué par cette nouvelle, réalisant que cette grotte renferme une quantité importante de ces pierres, ce qui en fait une partie du lieu du trésor. Une fois de retour au bureau, le prince étudie tout avec Dame Parchemin. Il souligne que cela correspond à ce dont il se souvient et que le point le plus au sud coïncide bien avec les mines du Nord. Dame Parchemin ajoute que si Anna a raison, cette carte pourrait être l'une de celles que l'Église a laissées derrière elle en cherchant de nouveaux filons de pierre. Elle est curieuse de savoir pourquoi ils auraient tout abandonné après avoir excavé le site et construit les escaliers. Le prince révèle que, étant donné la grande valeur des pierres du jugement divin, cette grotte ne semble certainement pas être quelque chose qu'ils laisseraient derrière eux. Puisqu'ils ne peuvent pas se rendre dans la ville de Tequila pour le moment, ils se demandent si les réponses ne pourraient être trouvées que lorsqu'ils visiteront les tours de pierre. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui se passe. Mais espérons pouvoir bientôt relier les points en nous plongeant plus profondément dans l'histoire. Alors que la nuit tombe sur Bordertown, les nouvelles sorcières discutent pendant leur séance d'études. Evelyn demande à Sir Candle si le prince lui a confié des tâches. Candle hoche la tête et explique qu'il lui a bien donné une tâche. Elle dit qu'il lui a demandé d'utiliser ses pouvoirs sur des blocs métalliques pour les garder solides à température ambiante. Mais elle n'est pas sûre de ce qu'il compte en faire. Candle demande ensuite quelle tâche le prince a confiée à Evelyn, ce à quoi Evelyn révèle que le prince ne lui a rien demandé de spécifique. Elle est libre d'apprendre ce qu'elle veut. Parfois, il lui demande de goûter de nouveaux alcools, et elle a fait des suggestions, comme ajouter de l'eau ou du jus de fruits, mais le prince semble concentré sur la fabrication de l'alcool le plus fort possible. C'est à ce moment que la petite fille mentionne que le prince doit avoir une raison pour sa demande, mais avant qu'elle ne puisse développer. Leur professeur, Dame Scroll, entre. Dame Scroll annonce la nouvelle qu'elles n'apprendront rien de nouveau aujourd'hui. Le visage de Lightning s'illumine d'excitation, demandant si elles vont sortir ou peut-être goûter de nouveaux plats. Dame Scroll se contente d'un sourire narquois et brise leurs espoirs en annonçant qu'elle va leur faire passer un examen sur tout ce qu'elles ont appris. Tout le monde a l'air confus d'entendre cela et se demande ce que c'est que cette histoire d'examen. Dame Scroll explique que, après 3 mois d'études, le prince pense qu'il est temps de vérifier leur progrès. Elles aborderont des problèmes dans 3 matières, la langue, les mathématiques et les sciences naturelles. Elle ajoute qu'elles devront répondre aux questions par elles-mêmes et ne pourront recevoir aucune aide pendant l'examen. Les visages de tout le monde se décomposent à cette nouvelle choquante. Mais Dame Scroll n'a pas encore fini de lâcher des bombes. Elle annonce que le prince a explicitement déclaré que seules celles qui répondront à plus de la moitié des questions correctement auront le droit de manger de la crème glacée pendant les après-midi du week-end, et que celles qui obtiendront un score inférieur à la moitié perdront leur privilège de thé. Cette dernière phrase laisse Nightingale complètement perplexe, en tant que grande amatrice des thés de l'après-midi. Elle est quasi certaine d'avoir des ennuis. Dame Parchemin ajoute que les sorcières de l'île du Sommeil sont exemptées de cet examen et peuvent soit rester pour le terminer, soit prendre leur journée, et que peu importe leur score, elles ne perdront aucun privilège. Les nouvelles sorcières poussent enfin un soupir de soulagement, réalisant qu'elles ne sont finalement pas complètement fichues. Candle se tourne vers son amie Evelyn et lui demande si elle va rester pour l'examen. Evelyn hoche la tête et explique que passer l'examen est une bonne occasion d'apprendre. Elle veut améliorer ses capacités en acquérant plus de connaissances. Et elle s'est entraînée à écrire après les cours avec l'aide de Lily et Moon. Elle se dit que l'effort en vaut la peine pour ne pas prendre de retard. En entendant cela, la petite sorcière décide de se joindre à elle pour l'examen également. Peu de temps après, l'examen a lieu et les copies de toutes les sorcières sont envoyées au prince. Le prince remercie Dame Parchemin pour son aide
Et en examinant les copies, il est fasciné de découvrir que Nightingale a réussi. Eh bien, il semble que le prince soit un peu déçu que Nightingale ait réussi. Car si elle avait échoué, il avait prévu de la décourager. De manger plus de sucreries pendant le thé de l'après-midi. Nightingale comprend vite et commence à lui pincer l'épaule, lui disant pratiquement de ne même pas y penser. Blague à part, le prince est sincèrement heureux que toutes les sorcières aient obtenu des résultats exceptionnels. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que 2 nouvelles sorcières ont aussi passé le test, où Evelyn a obtenu 5 points tandis que Candle en a obtenu 36. Le prince est particulièrement impressionné par Candle, qui n'a suivi le cours que pendant 2 semaines. Mais a tout de même réussi à obtenir 60 points. Cela prouve simplement à quel point les sorcières, tant physiquement que mentalement, ont un avantage significatif sur les roturiers. La scène suivante montre Lucia s'entraînant d'arrache-pied avec les matériaux dans sa sacoche. C'est alors que sa petite sœur entre et lui demande pourquoi elle s'entraîne encore si tard. Lucia perd sa concentration à cause de l'interruption soudaine. Et s'énerve contre sa petite sœur, lui disant de se concentrer sur la lecture des livres, au lieu de la déranger. Mais la petite répond qu'elle ne comprend pas vraiment les mots complètement, qu'elle ne peut lire qu'un petit peu à la fois. Et qu'elle aimerait pouvoir lire et écrire aussi bien que sa grande sœur. Lucia explique que c'est pour ça qu'elle doit s'entraîner davantage. Elle dit à sa sœur que les mots ont des structures similaires. Et qu'on peut deviner leur sens à partir de leurs racines. Ça fait partie de l'apprentissage. La petite fille saisit un livre à contre-cœur et se remet à lire. C'est alors que Rossignol arrive et remarque la chamaillerie entre sœurs. La petite fille se précipite vers Rossignol, avec un grand sourire, et lui dit qu'elle est juste en train de lire des livres, pendant que sa sœur est occupée à s'entraîner. Rossignol propose alors de la glace aux 2 sœurs. Et elles attrapent avec empressement leurs friandises sucrées et délicieuses tout en savourant leur glace. Lucia fait remarquer que ces friandises ne sont habituellement distribuées qu'après l'heure du thé de l'après-midi. Elle est donc curieuse de savoir comment Rossignol a réussi à mettre la main dessus. Rossignol se vante fièrement d'être arrivé 3e à l'examen, juste derrière Feuille et Wendy. Comme le prince ne s'attendait pas à ce qu'elle réussisse, elle s'est dit qu'elle pourrait essayer d'obtenir quelque chose de plus de sa part. Lucia demande alors combien de points elle a obtenu, ce à quoi Rossignol révèle que Lucia a eu environ 68 points. Le visage de Lucia se décompose un peu, car il y avait 120 points au total. Et elle n'a obtenu qu'un peu plus de la moitié. Alors que son moral baisse, sa glace qui fond commence à couler. Et une goutte de douceur crémeuse atterrit sur sa main. Rossignol saisit rapidement la main de Lucia. Et lèche le nectar sucré, la rassurant en lui disant qu'elle s'en est bien sortie. Elle explique que Lucia n'étudie pas avec elle depuis longtemps. Il est donc tout à fait normal de rater quelques questions en mathématiques et en sciences. Les plaisanteries entre les jeunes femmes continuent, et la petite fille demande effrontément à Rossignol si elle aime les princes. Sa grande sœur panique et la fait taire rapidement, en disant qu'elle ne devrait pas poser des questions aussi directes. Rossignol rougit, mais admet que oui. Elle l'aime bien. La scène change pour le bureau de Roland, où Lucia présente les échantillons de minerais qu'elle a collectés dans la mine du Nord. Le prince la remercie pour son aide. Et Lucia dit que tout cela en vaut la peine si elle peut lui être ne serait-ce qu'un tout petit peu utile. Pendant que le prince examine les minerais, les pensées de Lucia reviennent à la confession de Rossignol. Elle s'avoue à elle-même qu'elle ne comprend pas vraiment la romance. Ou quoi que ce soit d'autre, mais l'idée qu'une sorcière s'intéresse au prince lui semble impossible. Elle pense qu'il est préférable que les sorcières gardent leurs sentiments pour elle et ne le fassent pas savoir aux autres. Pendant ce temps, le prince finit d'examiner le minerai et dit à Lucia qu'il demandera à Sissi d'y jeter un œil. Il suggère que Lucia continue de pratiquer ses capacités dans les mines et de demander à Anna si elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit. Lucia est un peu confuse que même le prince ne puisse pas identifier les minerais. Mais alors le prince l'appelle par son nom et elle se redresse à cette attention soudaine. Le prince la félicite d'avoir réussi l'examen et lui révèle qu'elle s'est classée 9e avec 68 points. Il reconnaît que c'est impressionnant de réussir aussi bien après avoir étudié seulement un mois avec tout le monde. Et l'encourage à continuer sur cette lancée. Lucia s'illumine à ce compliment et acquiesce avec un grand sourire, se sentant plus motivée et heureuse de ses progrès. Après un moment, le prince pousse un soupir, se sentant déçu de ne pas avoir pu identifier les minerais dans la mine même après les avoir purifiés. Il réalise qu'il y a encore un énorme fossé entre l'ingénierie et la géologie, et se demande s'il ne devrait pas laisser ça à l'alchimiste, car les expériences chimiques sont plus fiables que l'observation à l'œil nu. De plus, il n'a pas le temps de s'inquiéter de quoi que ce soit.
car il est déjà temps qu'il commence à planifier des contre-mesures pour les mois des démons. Soudain, un messager se précipite dans le bureau avec un rapport urgent. Il y a une lettre secrète de la capitale. Le prince demande qui l'a envoyée. Et le messager dit qu'il n'y a pas de signature. Le prince ouvre la lettre et voit qu'elle est non signée et écrite d'une écriture méconnaissable. Il ne lui faut pas longtemps pour en déduire que cette lettre secrète doit venir de Théo, qui a bien réussi à cacher son identité. Alors que le prince plisse les yeux sur le texte, il lit qu'une armée de 1000 hommes a quitté la capitale et se dirige vers la région ouest. La scène suivante s'ouvre sur des applaudissements et des acclamations retentissants du public, célébrant la performance stellaire des acteurs sur scène. En arrière-plan, une nouvelle venue demande à Lady May si elle a vraiment bien joué. Lady May reconnaît qu'elle s'est en effet beaucoup améliorée. Une autre jeune fille intervient, espérant également recevoir quelques mots d'encouragement de son aînée. Cependant, Lady May brise le cœur de sa cadette en lui lâchant une bombe, qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire et qu'elle doit travailler sur ses émotions. Un autre membre du personnel de la scène fait remarquer que Lady May semble assez stricte, surtout que le public a tant apprécié leur performance. L'aîné rappelle aux techniciens de scène que beaucoup de ses spectateurs sont des roturiers, qui n'ont jamais assisté à une pièce de théâtre auparavant, c'est donc une nouvelle expérience pour eux. Elle ajoute que si leur public était composé de membres de l'élite, leurs erreurs sur scène leur auraient causé de sérieux ennuis. Soudain, une autre actrice fait son entrée. Sans perdre un instant, elle commence immédiatement à réprimander Dame May et sa troupe, les qualifiant d'acteurs de troisième ordre se produisant dans un endroit délabré comme la ville frontalière. L'élève de Dame May est visiblement agacé par cela, mais la femme arrogante connue sous le nom de Belladine se moque encore plus d'eux. Elle leur demande s'ils connaissent même leur place, et leur fait bien comprendre qu'aucun d'entre eux n'est fait pour une grande ville comme la forteresse du Longchamp. Elle souligne que le Longchamp théâtre n'accueille pas les acteurs de troisième ordre. Elle se moque même de leurs pièces. Le journal d'une sorcière, la qualifiant de terrible et indigne d'attention. Elle continue sa tirade, accusant Dame May de provoquer une baisse des revenus du théâtre, en se produisant dans une ville aussi sordide. Selon elle, aucun noble ne voudrait voir des spectacles d'un théâtre qui joue aussi pour des roturiers sans faire payer l'entrée. Et ces roturiers ne sont rien de plus que des singes à ses yeux. Mais Dame May ne se laisse pas faire. Elle réplique, faisant comprendre que Bella est arrogante et ignorante. Elle souligne que le directeur du théâtre a un accord avec le prince Roland et l'ambassadeur Petrov, qui sont en charge de la forteresse du Longchamp. Elle assure à Bella que toute perte de revenus sera couverte par la ville frontalière. Elle dit ensuite à Bella de se ressaisir et d'arrêter de courir comme une poule sans tête. Car c'est un accord commercial, après tout. Et quant à la réputation, Dame May ajoute fièrement que seules les actrices de second ordre s'inquiéteraient de perdre la leur. À l'époque où elle se produisait dans la capitale, l'élite ne se lassait pas de ses spectacles. Enfin, elle lâche la bombe. Que le journal d'une sorcière a été écrit par le prince Roland lui-même, donc en dénigrant la pièce. Bella ne se contente pas de dénigrer un scénario quelconque, elle fait preuve de mépris envers la royauté. Ce qui, d'ailleurs, est punissable par la loi. Mais Bella continue sa tirade, ce qui lui vaut finalement une gifle cinglante de la part de Dame May. Après avoir donné la gifle, Dame May prend une profonde inspiration, laissant s'échapper la frustration qui bouillonnait en elle. Les laquais de Mademoiselle Bella ont discrètement averti May qu'elle avait dépassé les bornes en giflant sa consoeur actrice. Ils lui rappellent que le visage d'une actrice est son bien le plus précieux, et qu'elle ne peut pas se permettre de gifler les gens à tout va. Bien que Dame May admette intérieurement avoir agi sur un coup de tête, elle n'a aucune intention de s'excuser auprès de cette femme méprisable. Elle se souvient également du temps passé avec le prince Carter, se rappelant que les hommes ont beau paraître musclés et forts, leur point faible reste les yeux et la gorge. S'il fallait en venir aux mains avec ses laquais, elle est convaincue de pouvoir les terrasser d'un seul coup de pied. Elle ne se dérobe donc pas et s'avance pour leur faire face, mais à cet instant, le prince Carter apparaît. Il annonce qu'il est venu arrêter quiconque aurait insulté le prince Roland ou comploté contre sa troupe de théâtre. Bella et ses deux laquais sont choqués de voir le chevalier du prince, et Bella est quasiment sûre qu'ils sont fichus, puisque c'est elle qui a dénigré la pièce du prince. Plus tard cette nuit-là, le chevalier Carter et Dame May passent un excellent moment ensemble, bavardant et profitant de leur compagnie mutuelle. Mais on se fiche de leurs histoires à l'eau de rose, alors faisons une avance rapide de 2 jours. Dans le château de la ville frontalière,
les représentants des 5 familles venus de toute la région de l'Ouest se sont réunis. Le prince Roland révèle avoir reçu des informations fiables, indiquant que Timothy a envoyé des soldats à la forteresse de Longsang. Leur nombre est incertain, mais il ne fait aucun doute qu'ils marchent sur la ville frontalière. Il explique que la stratégie typique de Timothy consiste à kidnapper des roturiers pour grossir les rangs de ses forces, puis à leur faire ingérer la drogue de l'Église. Cette drogue, connue sous le nom de pilule cramoisie maléfique, donne aux roturiers une force, même supérieure à celle des chevaliers, mais ses effets secondaires sont mortels et irréversibles. Timothy prévoit d'affaiblir la puissance de la région de l'Ouest en transformant quiconque lui est inutile en berserker drogué, mettant ainsi tout le monde en danger. En tant que chef de la région de l'Ouest, le prince Roland ordonne à tous les représentants de mobiliser leur personnel dans la forteresse. De cette manière, Timothy ne pourra pas renforcer ses forces. L'un des membres exprime une préoccupation, soulignant qu'ils n'ont pas assez de nourriture et de provisions pour soutenir une telle manœuvre, mais le prince Roland indique clairement qu'ils devront apporter tout ce qu'ils pourront. Et ils n'ont que 3 jours pour le faire, chaque roturier doit être transporté en ville. Et une fois les soldats de Timothy vaincus, ils pourront rentrer chez eux. Tous les représentants s'agenouillent en signe de respect. Et une fois partis, le prince Roland se tourne vers son capitaine d'armée, Hache de Fer, et lui explique que cette armée est différente de la dernière qu'ils ont affrontée. Les soldats de Timothy descendent actuellement la rivière de l'eau rouge, prévoyant de s'infiltrer par la ville du Saule. Il explique que cette route est particulièrement délicate, car une fois qu'ils auront passé l'embranchement de la rivière, ils auront la possibilité d'attaquer les portes sud et est de la forteresse, ou de continuer vers l'ouest pour assiéger la ville frontalière. Pour éviter de trop disperser leurs troupes, le prince Roland souligne qu'ils doivent concentrer leurs meilleurs soldats pour tendre une embuscade à l'ennemi à l'embranchement de la rivière de l'eau rouge, car c'est le point le plus stratégique pour une défense réussie. Il ajoute qu'Éclair et Maggie surveilleront les mouvements de l'ennemi. Ils n'ont donc pas besoin de poster des soldats supplémentaires pour la défense. Au lieu de cela, ils ont juste besoin de monter une embuscade pour une seule frappe décisive. Il note également que la forteresse du Longchamp aura besoin de 100 soldats pour surveiller les aristocrates, donc il ne veut aucune surprise. Pendant que tout le monde est concentré sur la rivière de l'eau rouge, Hache de Fer s'occupera de l'artillerie et montera à bord du navire à Petite-Ville pour le retrouver à l'embranchement de la rivière. Et notre gars lui-même s'y précipitera dès qu'il en aura fini à la forteresse. Rossignol, l'air inquiète, demande si le prince a vraiment l'intention d'y aller lui-même. Le prince hoche la tête, disant que personne d'autre ne sait comment gérer les capacités des sorcières. Comme lui, il est donc crucial qu'il soit là. Une fois que leur bateau lève l'ancre, on voit toutes les nouvelles sorcières à bord, ainsi que nos 2 habitués. À la tête de cette opération se trouve notre prince enthousiaste, qui explique clairement que, bien qu'il ne soit peut-être pas un maître pour commander de grandes armées ou planifier des assauts à grande échelle, il s'y connaît vraiment en matière de tower défense et de guerre de chars. Ce qui est sa spécialité. Les campements sont installés près de la rivière. Et juste au moment où le prince s'apprête à expliquer ce que sont réellement les chars, Rossignol intervient, disant qu'elle comprend l'idée des tranchées et des tours, mais qu'elle n'a aucune idée de ce que peut bien être un char. C'est alors que notre gars lui explique que les chars sont comme des carrosses sur lesquels sont montés des canons, esquissant même un dessin sommaire dans le sable pour que tout le monde puisse le voir. Mais il admet alors qu'ils n'ont pas assez de chevaux et que les canons doivent également être transportés avec les navires. Le prince concède donc que ce qu'ils ont n'est pas vraiment un char. Mais il suggère que s'ils n'ont pas assez de chevaux, Onet pourrait dompter des tigres ou des cougars pour tirer les canons à la place. Nana demande alors si des canons tirés par des tigres comptent toujours comme des chars. Le prince, avec un grand sourire, répond fièrement que oui, et suggère même qu'il pourrait les appeler chars-tigres ou chars-léopards. C'est à ce moment que Lotus prend la parole, demandant au prince quel sera son rôle dans la bataille contre le faux roi Timothy. Le prince explique qu'ils doivent établir 2 périmètres de chaque côté de la rivière. Il trace une ligne dans le sable pour montrer la route de l'ennemi et indique où leurs troupes seront postées sur les 2 rives. Le plan est de lancer une attaque surprise en tenaille et pour cacher tout le monde. Ils devront construire des structures en terre en forme de V le long des berges. Ces structures devront être longues avec des murs solides et chacune aura 8 pièces, avec une petite fenêtre donnant sur la rivière. Lotus semble toujours perplexe et dit que bien qu'ils puissent cacher leurs troupes dans les maisons de terre,
Ils ne pourront pas attaquer les navires ennemis si ceux-ci ne s'arrêtent pas ou n'accostent pas. Ils pourraient simplement passer sans s'arrêter. Le prince la rassure, lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter de cela. Il explique qu'ils ont toutes sortes d'armes à longue portée pour s'occuper des navires. Il mentionne également que Leaf utilisera des herbes sauvages et des lianes pour camoufler leur installation. Le prince peut presque entendre la musique de la victoire jouer dans sa tête. Ce n'est qu'une question de temps avant que Wendy ne transporte les 16 canons dans les maisons de terre qu'il s'apprête à construire. Avec une telle puissance de feu, peu importe le nombre de navires que possède Timothy, ils seront sérieusement désavantagés face à son attaque. L'ennemi n'aura aucune chance. Le lendemain, un chevalier se met à aboyer des ordres pour que tous les soldats se préparent à l'attaque. En entendant l'ordre, les soldats se précipitent dans les bunkers, qui sont complètement camouflés sous une épaisse couche d'herbe, grâce au travail de Dame Feuille. À l'intérieur des bunkers, les soldats commencent à préparer leurs canons. Et ils ne tarissent pas d'éloges sur les sorcières. Ils sont stupéfaits de la manière dont les sorcières ont construit d'énormes structures en une nuit et ont instantanément invoqué de l'herbe et des lianes. Ils entendent même des rumeurs au sujet d'une sorcière qui peut se transformer en un pigeon géant. Les soldats n'arrivent pas à croire comment ces capacités extraordinaires surpassent tout ce que de simples mortels peuvent faire. Alors que les soldats discutent et passent du bon temps, quelqu'un signale que des ennemis approchent. Les soldats se précipitent pour charger les canons, prêts à passer à l'action au signal de Mademoiselle Foudre. Les navires se rapprochent sans aucun doute, et Sylvie confirme qu'ils sont presque au point d'embuscade. Lotus est un peu anxieuse alors que les bateaux apparaissent à l'horizon. Et le prince n'a pas encore bougé, mais soudain, boum! Les navires sont touchés de toutes parts par un barrage de tirs de canon. Lotus est complètement stupéfaite par le bombardement soudain et intense. Les soldats sur les navires sont totalement impuissants, tombant comme des mouches sous le feu incessant des canons. Lotus essaie toujours de comprendre ce qui se passe. Son esprit s'embrouille, essayant de comprendre comment il réussit ce tour de force alors que des gens crient à l'aide et qu'il y a du sang partout. Sylvie commence rapidement à avoir la nausée à cause du chaos. Lotus se précipite pour voir comment va son ami, pendant que le prince, observant le carnage, conseille à Sylvie de faire une pause. Il lui offre un mouchoir, qu'elle accepte avec gratitude. Sylvie remarque que ces armes sont probablement l'incroyable invention dont elle avait entendu les rumeurs. Elle n'avait pas pris cela très au sérieux à l'époque, mais maintenant elle ne peut nier la puissance d'une telle arme. Soudain, les chevaliers survivants des navires débarquent en hâte sur la terre ferme, brandissant leurs épées et chargeant sur les flancs de la plage. Mais soyons réalistes, ces chevaliers marchent droit à leur perte, qui les attend de pied ferme dans les bunkers. Nos soldats commencent à pilonner les chevaliers de leurs tirs, l'ennemi réalise rapidement qu'il est tombé dans une embuscade, et se replie en désordre vers ses navires, amorçant une retraite précipitée. Pendant ce temps, le prince observe toute la scène à travers sa longue vue. Il dit à Hache de Fer qu'il est temps de finir de nettoyer ce qu'il reste. Si certains des chevaliers principaux sont encore en vie, il veut qu'ils soient faits prisonniers pour être interrogés. Il ordonne également à Sylvie d'accompagner Hache de Fer pour surveiller les soldats ennemis, s'assurant que personne ne s'échappe. La charmante sorcière, Sylvie, accepte rapidement les instructions du prince. Elle comprend maintenant pourquoi le prince est si confiant, en abritant publiquement les sorcières avec de si puissantes capacités militaires. Même l'armée du châtiment divin de l'Église pourrait avoir du mal à le vaincre. Si la princesse Tilly pouvait manier des armes aussi redoutables, elle n'aurait peut-être plus besoin de se cacher. Et l'ennemi trouverait presque impossible de lancer un assaut réussi. Hache de Fer revient enfin de sa mission et fait son rapport. Il a réussi à capturer seulement 2 chevaliers. Le premier se présente comme le duc Serpent et supplie immédiatement le prince de l'autoriser à envoyer un message à sa famille, promettant une énorme rançon en retour. Le second chevalier se présente comme Édouard Bouclier, de la famille Bouclier de la région du Nord, et il prétend également que sa famille est prête à payer une rançon pour sa libération. D'un ton terrifiant, le prince leur demande si ce sont eux deux qui ont lancé cette attaque. Le duc Serpent s'empresse de répondre, déclarant que leur capitaine, le duc Vincent, était le responsable, mais qu'il a péri dans la bataille. Il supplie le prince de leur retirer leurs menottes, insistant sur le fait qu'il souhaite être traité humainement, avant que sa rançon ne soit arrangée. Le prince, cependant, lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas intéressé par une rançon. Tout ce qu'il veut, c'est l'objectif principal de l'attaque. Et le prochain coup de Timothy. S'ils fournissent ces informations,
Il les laissera partir. Les deux chevaliers s'excusent et déclarent fermement qu'ils ne peuvent divulguer aucun détail. Ils ont juré fidélité à Timothy et refusent de trahir leur roi. On peut voir que le prince est vraiment contrarié par leur réponse. Alors il tourne simplement les talons et commence à s'éloigner. Il dit à Hache de Fer que le sort de ses chevaliers dépend de lui et précise bien qu'il se fiche de ce qui leur arrive tant qu'il obtient les informations dont il a besoin. Hache de Fer acquiesce rapidement, disant à ses soldats d'emmener les deux chevaliers. Avant qu'ils ne partent, le prince rappelle au capitaine qu'une fois l'interrogatoire terminé, les deux chevaliers devront être comptés parmi les victimes. Après tout, ils l'ont bien cherché. En envahissant la région de l'Ouest et en impliquant des civils dans leurs histoires. Le lendemain à la ville frontalière, le prince apprend que les soldats qu'ils ont vaincus étaient juste la première vague des forces de Timothy. Hache de Fer confirme que cela correspond à la stratégie de Timothy. Wimbledon, révélant que Timothy envoie des vagues d'armées de réfugiés pour attaquer la région Ouest en utilisant des tactiques similaires à celles employées au port d'eau claire. Le prince demande si tous les soldats sont des civils. Hache de Fer répond que c'est un mélange. Certains sont des criminels et des fauteurs de troubles parmi les réfugiés. Il explique que Timothy capture ces gens, leur fait de fausses promesses pour les calmer, et les force ensuite à prendre les pilules. De cette manière, ils tombent entièrement sous le contrôle de Timothy. Et Timothy a besoin de plus de pilules pour les maintenir sous son influence et gérer leur douleur et leurs désirs. Le prince ressent un pincement de tristesse pour se forcer de prendre les pilules, car celles-ci n'offrent qu'un sursis temporaire, retardant une mort inévitable, et il sait que même une seule pilule signifie qu'ils sont condamnés. Hache de Fer est d'accord, notant que Timothy n'a jamais mentionné les effets secondaires de la pilule à ses gens, et que tout le monde a été trompé en leur faisant croire qu'ils recevraient un statut et des récompenses. Après le combat, le duc Vincent avait sous-estimé les défenses de la ville frontalière, et pensait que 1000 roturiers drogués seraient suffisants pour prendre la ville frontalière. Hache de Fer révèle en outre que le duc Serpent a donné plus de détails pendant l'interrogatoire. Timothy avait prévu de diviser les roturiers en groupes pour attaquer la ville tout en gardant un œil sur leur défense. Le prince dit clairement qu'il ne laissera aucun soldat ennemi s'échapper cette fois-ci. Puisque le duc Serpent faisait partie de la première vague, il demande s'ils savent quelque chose sur les vagues suivantes. Hache de Fer partage qu'ils n'ont pas obtenu beaucoup de détails sur la deuxième vague. Mais le duc Serpent a bien mentionné qu'elle serait beaucoup plus grande que la première. Le prince est déçu de voir Timothy gaspiller des vies précieuses comme de la chair à canon. Il est difficile de croire que son frère puisse être si imprudent avec un pari aussi coûteux. Le prince souligne alors qu'une fois les mois des démons arrivés, toute la région ouest sera recouverte de neige. S'ils comptent attaquer, cela doit se produire avant l'arrivée de l'hiver. Cela signifie qu'il prévoit de faire traîner la bataille. Hache de Fer demande s'il devrait envoyer un messager. Le prince pense que ce ne sera pas très efficace. Pour forcer Timothy à revoir sa stratégie, ils devront réduire ses forces et lui montrer qu'envoyer des roturiers au combat ne fonctionnera pas contre la région de l'Ouest. Le prince déplie la carte et explique l'urgence de leurs prochaines actions. Il explique qu'il a été trop lent et prudent pour diffuser des nouvelles sur la région de l'Ouest et pour recruter plus de monde afin de priver Timothy de la possibilité de rallier des roturiers à ses forces. Ils doivent recruter et interagir avec les roturiers, tout comme ils l'ont fait avec les réfugiés de la capitale. Il souligne que la région du Sud déchirée par la guerre est la zone la plus critique à traiter ensuite, suivie par la région du Nord. Il prévoit de libérer les prisonniers pour envoyer un message clair, s'assurant ainsi que les forces de Timothy ne tenteront pas un autre assaut futile. Hache de Fer exprime son inquiétude quant au fait que la libération des captifs exposerait leur stratégie et leur armement. Cependant, le prince le rassure en affirmant que Timothy restera dans l'ignorance quant aux détails de la puissance de leurs armes et de leur capacité de fabrication. Les captifs libérés ne révéleront que l'étendue de la puissance de l'arme, et non les détails complexes de leurs opérations. De plus, ces captifs porteront une lettre d'avertissement à Timothy qui servira à la fois d'avantage stratégique et psychologique. Hache de Fer semble perplexe. Alors le prince clarifie sa stratégie. Il prévoit d'annoncer une date précise pour une offensive majeure, puis d'assiéger la capitale à ce moment-là. Cela n'impliquera pas la première armée, mais plutôt un assaut aérien inattendu mené par les sorcières. Il explique que bien que la chance de réellement tuer Timothy soit mince,
L'objectif principal est de créer un impact psychologique significatif, en démontrant leur capacité à frapper directement au cœur du pouvoir de Timothy. Ils ébranleront sa confiance et déstabiliseront son règne. Le but est de faire en sorte que Timothy se sente menacé et incertain quant à sa position, réalisant ainsi une opération réussie. Par la peur et la perturbation. Eh bien, c'était beaucoup à digérer. Je suis sûr que cet épisode était plus axé sur les dialogues que sur l'action, et nous n'avons pas vu beaucoup de progrès sur le front de l'industrialisation. Néanmoins, c'était un excellent épisode. Je suppose que le développement des personnages et sa narration captivante est ce qui rend Release the Witch si spécial. Même si la série est très riche en dialogues, j'ai adoré la narrer. J'espère que vous avez apprécié également.